Il nous a prévenu un petit peu tard et il y a eu une opportunité. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est une présentation en exclusivité qui va être faite lundi ou mardi prochain aux États-Unis lors du congrès de l'Association américaine de spectrométrie de masse et qui va être faite par ma collègue Hélène Renaud et qui ne pouvait pas la faire aujourd'hui parce qu'elle prend l'avion en ce moment pour aller à ce congrès. Donc, c'est un travail sur les parois de blé qui va illustrer un petit peu les possibilités qui se révèlent en imagerie par spectrométrie de masse pour explorer la paroi. Et bon, après, on reviendra dessus, mais la paroi, évidemment, sont des sources on va dire, majoritaire de fibres alimentaires, même si les fibres alimentaires, par définition, ce n'est pas que des parois végétales, ce n'est pas que des polysaccharides de la paroi végétale, c'est une grosse partie des fibres alimentaires. Ça, si j'ai bien compris, c'était un petit peu plus votre domaine d'intérêt. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui. Pas de réponse. Il y a beaucoup de domaines d'intérêt, mais tout le monde est intéressé par la caractérisation des fibres. Pas pour l'application. D'accord. Donc là, on va voir, je n'ai pas préparé la présentation exprès pour votre journée, mais bon, voilà, c'est des choses qui normalement devraient vous intéresser. Alors, ça va être sans doute difficile de poser des questions en cours de route. Bon, vous pouvez toujours. Je ne vois pas très bien la salle, honnêtement. Je pense que vous me voyez mieux que je ne vous vois. Donc on va passer, et puis j'essaierai de répondre aux questions s'il y en a enfin, sachant que je ne suis pas expert en spectrométrie de masse, donc il faudra être indulgent avec moi si des questions techniques précises auxquelles je ne peux pas répondre. Donc aussi, pour éventuellement commencer, le titre c'est une nouvelle image de la paroi par des spectrométries imaginées par spectrométrie de masse. Donc, je vais faire une petite introduction pour revenir sur la paroi végétale. Alors, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que tout est en anglais, parce qu'effectivement, c'est une présentation qui est faite dans un congrès américain. Donc, la paroi végétale, je pense que vous connaissez un petit peu, c'est un assemblage complexe de différents polymères, essentiellement polysaccharides, qui est caractéristique des végétaux. Donc là, on voit une image d'un réseau de parois, qui est coloré en bleu. Quand on descend d'échelle, on voit des réseaux fibrillaires, une image microscopie électronique. Et puis après, il y a un petit schéma qui montre en fait qu'il y a un assemblage de différents polymères. Donc vous connaissez ça, les pectines, enfin, des grands termes, des pectines, des celluloses. Et la cellulose, qui sont les polysaccharides constitutifs de la paroi végétale, sachant qu'il y a un petit peu de protéines. Et puis, dans les parois lignifiées, la lignine, qui est un composant important de la paroi, qu'on trouve dans les tissus, dans le bois, dans les mains. Donc, cette paroi végétale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, avec un réseau, avec des liaisons covalentes, des liaisons type faible hydrogène, et avec une extrême variabilité de composition d'architecture que l'on trouve parmi les plantes, entre les différents règnes des plantes, mais entre les différents organes. C'est évident que la paroi végétale d'un arbre, du tronc d'un arbre, ça n'a pas grand-chose à voir avec la paroi végétale qu'on trouve dans une fraise ou dans une pomme de terre, mais c'est toujours un reste de polysaccharides. Alors, derrière, effectivement, quand on parle des fibres alimentaires, c'est un terme générique qui cache en fait une diversité extrême de la paroi végétale. Donc, nous, on va plonger dans le cas d'un cas très particulier, qui est les parois de l'albumène du blé. Donc, l'albumène du blé, c'est cette partie blanche qui est très riche en amidon et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, l'albumène, c'est pas que de l'amidon. Donc, il y a aussi des protéines, en particulier les protéines du gluten qui permettent de former le pain, acquérir le réseau viscoélastique, mais aussi cellularisation de ce tissu, et donc des parois végétales. Donc, par exemple, les sources de fibres alimentaires des céréales, du blé, ce n'est pas exclusivement les couches externes, les enzymes,
riche en parois, mais c'est aussi ces parois de la lui-même. Alors, dans l'exposé, je vais surtout m'intéresser à ces parois-là. Pourquoi? Parce que bon, pondéralement, par rapport au grain, c'est pas. Non. Si on regarde la quantité de parois dans le grain, elles sont effectivement concentrées dans le tissu de soutien. Mais dans ces tissus de réserve, il y a des parois et elles ont une importance assez grande dans les transformations du grain. Alors, aussi bien pour faire de la bière, du pain, pour leurs propriétés, on va dire, nutritionnelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des bêta-glucanes d'orge ou d'avoine avec leurs propriétés anticholestérolémiantes ou hypolipémiantes. Donc ça, ce sont des polymères qui sont présents dans la lui-même des grains de céréales. Blé, orge, sel, etc. Donc là, vous voyez une coupe transversale de grain avec une image en microscopie photonique. On voit une espèce d'imagination grise, c'est le sillon, c'est caractéristique du blé, le sillon. Je vais revenir sur cette image quand même pour montrer qu'il y a différentes zones avec une zone centrale qui correspond vraiment aux cellules où sont stockées l'amidon et les protéines de réserve. Et puis les tissus particuliers, les couches à neurones, qui est un tissu qui entoure ces cellules humaines, mais qui fait partie de la humaine, développement. Voilà. Et puis une zone particulière, transversale, on voit qu'il est limitée, en fait, qui correspond à l'endroit où le grain est fixé sur la plante, où la tige va apporter des nutriments et comment dire, au cours du développement. C'est là que effectivement arrive par le phloème. Donc ces parois, on les visualise légèrement là, sur l'image. Alors les parois de cet albumen sont un peu particuliers par rapport aux parois en général décrites, riches en pectine, en hémicellulose, cellulose. Là, ces parois, c'est surtout ce qu'on appelle des hémicelluloses, mais des arabinoxylanes et des bêta-glucanés. On va revenir un petit peu sur la structure de ces parois, enfin de ces polymères. Et arabinoxylane qui représente à peu près 70% de ces parois, et les bêta-glucanes représentent 25% à peu près dans le cas du blé. Et puis un petit peu de cellulose, et un petit peu de pectine. En fait, pour tout à fait être exact, des traces de pectine qui sont extrêmement faibles. Ça, c'est une caractéristique de lui-même des céréales en général, de toutes les céréales. Donc ça, bon, j'ai déjà dit, en fait, quand il y a une stabilisation, là, c'est-à-dire que bon, ces polymères, ils ont une importance sur les transformations du grain ou transformation du grain et les propriétés des tissus. Donc sur la diapo suivante, la diapo 4, on retrouve la structure de ces arabinoxylanes et ces bêta-glucanes. Je suis obligé de passer par là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait par en spectromasse. Donc bêta-glucane, c'est un terme un peu générique pour parler de polymères de glucose liés en bêta-4. Alors ça, strictement bêta-4, c'est de la cellulose. Là, ce sont des bêta-glucanés, donc il y a des liaisons bêta-4 et bêta-3. En fait, à peu près 30% des liaisons bêta-3 et le reste de 60% des liaisons bêta-4. Et la particularité, c'est qu'en fait, on a des liaisons bêta-3 isolées avec des petits morceaux de 3, 4, 5 monomères qui sont liés en bêta-4. Ça fait un polymère qui en fait serait une sorte de petit bout de cellulose relié par des chaînes, par des liaisons. Les arabinoxylanes, ça c'est, le nom indique, c'est un polymère de xylose et d'arabinose, sachant qu'il y a une chaîne linéaire de xylose liée en bêta-4, avec des substitutions d'arabinose, peut-être en position 2, en mode de substitution, ou en position 2 et 3, en mode de substitution. Alors, du point de vue structural, c'est quelque chose d'extrêmement schématique. La distribution de l'arabinose sur ce polymère est extrêmement variable. Et il y a une diversité, une hétérogénéité de structure de ces polymères qui ont fait l'objet en particulier d'une étude attentive et en particulier qui a pu être accessible par spectrométrie. Donc là, c'est juste un échantillon. Il peut y avoir des zones plus substituées, des zones moins substituées, des polymères qui ont plus d'arabinose, d'autres qui ont moins d'arabinose. Donc
pour étudier ça par spectrométrie de masse, le problème, enfin le gros problème, c'est que ce sont des polymères, donc dit polymère dit masse moléculaire importante, et la spectrométrie de masse, même les type MAGI, qui peuvent étudier des protéines de masse assez importante, bon, pour les polysaccharides, on ne va pas monter très haut, et au-delà de 3000, eh bien, en fait, on n'est pas capable vraiment d'avoir des scales de masse, dans les types de vol. Donc là, on a des polymères dont la masse elle est de l'ordre de 500 000. Donc, il est hors de question d'arriver à avoir la spectrométrie de masse avec des molécules de cette taille-là. En plus, bon, elles sont imbriquées dans le réseau par des ions covalentes, donc c'est assez compliqué. Donc la solution, c'est de faire des petits bouts qui vont pouvoir être ionisés, volatilisés, analysés par spectrométrie de masse. Et pour ça, on a utilisé des enzymes spécifiques. Alors, une bêta-glucanase qu'il faudrait appeler bêta-3, 1,4 glucanase, qui a la particularité de couper une liaison 1,4 à proximité d'une liaison bêta-3. C'est ce qu'on voit. Donc en fait, on va constituer des petits bouts de bêta-glucane, de DB3, 4, 5, qui sont caractéristiques en fait de la structure des bêta-glucanes. Et pour les aminoxylanes, on va utiliser une endoxylanase qui va hydrolyser les liaisons bêta-1,4 qui sont en xylose et qui, en fonction de la distribution des arabinoses, va produire des oligomères un peu caractéristiques de ces polymères, caractéristiques de la répartition de l'arabinose sur ce polymère. Pour la spectrométrie de masse, là, on va parler d'imagerie. Donc, l'imagerie, il faut être capable d'abord de faire une coupe. Donc, c'est ce qui est montré là, sur ce schéma sur la diapo 6. Hein, on fait une coupe de grains en vibratome, une coupe qui fait à peu près 50 microns d'épaisseur. Et le problème, c'est d'aller déposer, la solution d'enzyme sur cette coupe de manière homogène et régulière pour qu'il y ait une hydrolyse de ces polymères. Donc ça, c'est ce qui a été fait au laboratoire avec un robot fait maison qui permet de faire cette déposition. Alors, c'est important parce qu'il faut que ce soit une efficacité de dégradation des polymères et puis qu'il n'y ait pas une délocalisation des composés pendant l'hydrolyse enzymatique. Donc sur la diapositive suivante, je vous montre en fait un petit peu ce système qui est propre à l'environnement. Et en fait, qui va consister à prendre une tête d'ionisation d'électrospray et de l'utiliser pour débuliser très finement la solution enzymatique sur notre coupe, avec une seringue qui permet de contrôler le débit et donc la quantité d'enzyme qui est déposée sur la coupe. Alors ça, c'est juste pour illustrer un petit peu, sans parler après des problèmes de technique de dépôt de matrice, hein, ce que l'on obtient sur une digestion sur du tissu, donc où on a déposé notre solution d'enzyme, ou une digestion en solution, c'est-à-dire avec les mêmes polymères, mais hydrolysés, enfin qu'on avait isolés et qu'on a hydrolysés en solution avec les mêmes types d'enzymes. Vous voyez, il y a un certain nombre de pics marqués en rouge qui correspondent à des masses qui correspondent aux oligomères produits par la bêta-glucanase à partir des bêta-glucanes, BG3, BG4, BG5, BG6, et puis en vert, styrien, des arabinoxylanes, avec une BP5, un araminose, cafétinose, etc. On voit ce que l'on obtient sur un tissu et ce qu'on obtient en solution. On a besoin de faire un discours très long pour dire qu'on a quelque chose qui est tout à fait comparable et qui montre que dans ces conditions, on a une hydrolyse, on va dire, totale et complète de nos polymères. Et reste la question de la délocalisation. Donc, après, donc ça c'est, on va dire, une étape qui était très importante parce que si on n'arrive pas à faire nos fragments, on ne peut pas faire de spectrométrie de masse. Donc il y a eu un gros travail d'optimisation à ce niveau-là. Ensuite, la
question, c'est effectivement être capable de déposer une matrice pour la spectrométrie masse magie, hein, où en fait on est obligé d'avoir une matrice qui va permettre le transfert d'ionisation et de l'égation des molécules qui nous intéressent. Donc là, pareil, on va utiliser le même robot pour déposer la matrice de manière uniforme sur la coupe. Et aussi un détail, qui n'est pas tout à fait un détail, hein, c'est dans cette matrice incorporer un étalon standard, un standard qui permet d'obtenir une quantification de la quantité de nos égomères dans les différentes parties du tissu, qui permet de normaliser en fait les réponses et de comparer les différentes les différents pixels de l'image. Et donc après, une fois que cette matrice est déposée, eh bien, en fait, le laser va se promener sur la coupe et tirer et faire sur chaque point. Alors, en fait, la résolution est de l'ordre de 100 microns, arriver à avoir un spectre de masse pour chaque point de la coupe. Et donc, ça spectre de masse sur lequel après on doit constituer une image, alors soit en prenant par exemple un oligomère, on voit cette image en rouge qui va correspondre par exemple au pic qui est entouré en rouge clair, l'intensité de ce pic dans la coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas homogène. Nous on peut faire des rapports de pic, on verra un petit peu comment on a fait ça dans la suite de l'histoire. Donc sur cette image-là, on montre un petit peu ce qui se passe, ce qu'on peut voir avec cette imagerie transmétrométrie masse au cours du développement numérique, c'est quelque chose qui nous intéressait. Alors vous avez en bas des images, des images en autofluorescence qui permettent de visualiser un peu les tissus. Alors ce qu'on voit sur la gauche, c'est l'image jaune, on voit un petit peu, et à droite l'image du grammature, on voit qu'il y a une différence d'harmonisation des tissus. Donc un jaune, la lumelle ne remplit pas complètement l'ensemble du grain, tandis qu'après il est rempli complètement. Puis on voit que le péricarpe, il régresse, il devient beaucoup plus fin, une sénescence des cellules, on voit un péricarpe qui est beaucoup plus fin. Et donc là, ce qu'on a regardé, on a regardé un petit peu quelle était la répartition des bêta-glucanes dans le grain jaune. 250 degrés jour, ça c'est un terme qui est utilisé par les agronomes pour mesurer le temps de développement des grains par un degré jour. Et puis grain maturité, c'est-à-dire au moment où il est récolté. Et donc ce que l'on voit en fait, c'est qu'effectivement ces bêta-glucanes, ils ne sont pas répartis totalement, de manière homogène dans le grain, ils sont répartis surtout au niveau de la neurone ici. Je ne peux pas vous faire malheureusement le pointeur, mais on voit que ça suit le péricarpe sur les tissus du péricarpe et puis la couche aérone et qu'on n'en voit pas trop au sein de la lumelle. Et à maturité, on voit que ces bêta-glucanes sont présents partout dans la lumelle, dans tous les tissus de la lumelle. Dans le tissu jaune, ça ne veut pas dire que, il n'y a pas de cellularisation, ça veut dire que les bêta-glucanes ne sont pas encore présents dans les parois à ces stades-là. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de comprendre un peu la mise en place des parois et de voir que les polymères, ils n'arrivent pas tous en même temps. L'image qu'on a à la fin, ce n'est pas celle qu'on a au début, il y a toute une cinétique, une dynamique de dépôt des polymères et d'assemblage des polymères. Alors ça, c'est des choses qu'on voit par imagerie Baldi, qu'on avait déjà vu par d'autres techniques, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'explorer en imagerie Baldi le grain B, parce qu'on connaissait très bien déjà la structure et la répartition des polymères en utilisant des techniques d'infrarouge, mais qui ne nous permettaient pas nécessairement des techniques de luminomarquage, mais qui ne permettaient pas nécessairement d'avoir une image globale. Alors ce qu'on a pu faire aussi, c'est de voir que effectivement, la quantité de bêta-glucanes entre la phase jaune et
nature a augmenté par 4, tandis que les aryloxylanes, ils ont augmenté d'un facteur 50. En fait, ces polymères-là, au départ, ils ne sont pas trop présents, ils viennent majoritairement à la fin de développement. Alors, une autre possibilité, c'est de regarder la distribution de caractéristiques structurales spécifiques des aryloxylanes. Et donc là, je ne vous en avais pas encore parlé. Ces aryloxylanes, ils portent une petite quantité d'acide férulique sur l'aramidose en position 5. Alors quand je dis petite quantité, ça va représenter 0,2, entre 0,4 et 2% du polymère. Donc il y en a vraiment très peu. Il se trouve que c'est quand même quelque chose qui en spectrométrie de masse se dit très bien. Et en fait, si on regarde l'image, on recherche les ions où il y a de l'acide férulique, on peut obtenir une cartographie de la distribution de cet acide férulique. Et là, on voit très bien sur cette image, alors l'image du gauche, c'est la diapo 11, en violet, c'est la distribution des aminosaccharides ferroylés. On voit très bien que c'est la couche alérone qui est très riche en acide férulique, et ainsi que les cellules de transfert. L'image est tout en vert, au centre là, c'est l'image de la distribution des aryloxylanes avec les motifs non ferroylés. C'est-à-dire en fait des aryloxylanes, il y en a partout. Et ceux qui sont ferroylés, ils sont plus présents dans la norme. On peut voir une distribution tout à fait différente des différents motifs structuraux de ce polymère grâce à la spectrométrie de masse. Alors, il y a une animation là, je ne sais pas si vous l'avez, on passe en immunofluorescence, une image d'immunofluorescence et de Raman. Donc, on était quand même sur une technique un petit peu nouvelle, à savoir, effectivement, on fait une dégradation enzymatique in situ, on mesure avec un étalon interne rajouté. Est-ce que ça, finalement, ça reflète vraiment les connaissances ou c'est pas les artefacts? Il se trouve qu'effectivement, ça correspond à ce qu'on avait observé par infrarouge ou vraiment, c'est des techniques un petit peu différentes. On voit des grosses différences de présence d'acide férulique entre l'alone et les cellules de transfert, ou ce qu'on peut observer en immunofluorescence avec les anticorps spécifiques contre l'acide férulique. On voit un marquage, ce qu'on voit à droite, là, très fort de la couche alérone, alors qu'on ne voit pas de marquage pour l'alumène, ou des cellules de transfert, hein, ce qu'on trouve au milieu, on voit plus de pixels violets au niveau de ces cellules de transfert. Diapositive suivante. On est sur. Regardez un petit peu la distribution des motifs structuraux des aryloxylanes, en particulier la distribution de l'aramidose sur ce polymère, enfin sur le résidu d'oxydone. Sachant que nous, là, en spectrométrie de masse, on est capable de distinguer les motifs produits par l'enzyme qui sont monosubstitués ou disubstitués. Et en fait, ça reflète, plus c'est monosubstitué, en fait, moins il y a globalement, moins le polymère est substitué. Et quand il y a plus de substitution, plus on a un polymère substitué. Et ça bon là, je ne le montre pas ici, mais c'est des études qu'on a fait par ailleurs, en purifiant ces polymères, en obtenant certains qui sont plus substitués et d'autres qui sont moins substitués. On obtient une porosité de films qui vont diminuer la paroi, une porosité à l'eau qui est plus faible quand c'est faiblement substitué et plus forte quand c'est hautement substitué. Ça correspond en fait à des phénomènes de collapse des chaînes, de rapprochement des chaînes qui vont être plus ou moins proches et qui vont permettre en fait une mobilité plus ou moins grande de l'eau. Donc c'était intéressant de regarder un petit peu cette répartition de la distribution des aryloxylanes, sachant qu'on sait qu'entre les A et les T, il y a des différences de toute substitution des aryloxylanes. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a fait cette image par spectrométrie de masse. Alors, là, l'image est un petit peu difficile à interpréter, parce qu'en fait, c'est pas la distribution d'intensité d'un monomère, enfin d'un ion produit par spectrométrie de masse, mais le rapport entre l'intensité de monomère de dB5 qui correspond à la monosubstitution et de dB6
qui correspond à une distribution. Et là, il y a une échelle qui va du bleu au rouge, hein, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-substitutions, et quand c'est bleu, qu'il y en a peu. Et donc, on voit qu'il y a une hétérogénéité de distribution, hein. Vous voyez, il y a des zones bleues, des zones rouges avec un gradient entre les deux, et en fait, ça traduit le fait que les arménoxylates sont plus branchés au niveau où c'est bleu, et moins branchés dans les lobes, hein, là où c'est rouge. Donc ça, en soi, c'est intéressant à regarder, c'est le genre d'image qu'on ne peut pas obtenir par d'autres techniques, hein, l'image globale. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ça se recoupe avec, pour nous, avec des images qu'on peut obtenir par l'imagerie Raman, où on regarde les distributions de l'eau dans le grain sec, alors, même si le grain est sec, il y a encore de l'eau dedans, et on voit des hétérogénéités de distribution de l'eau. Et effectivement, les endroits, alors là, c'était par malchance, quelque part, les couleurs sont inversées, mais ces images qui ont été faites à des patons très très différents. En fait, là, sur l'image de droite en bas, là, c'est l'image par elle-même. Ce qui est en orange correspond là où il y a beaucoup d'eau et une grande mobilité d'eau. Et en fait, on voit là où les polymères facilitent la diffusion de l'eau, il y a une grande mobilité de l'eau, et là où il y a une faible mobilité de l'eau, là on a les polymères qui sont, effectivement, font en sorte que, ne favorisent pas en fait, la diffusion de l'eau. Donc en fait, il y a une relation entre cette distribution que l'on observe dans les grains et la distribution de l'eau. Et ça, c'est une grande importance pour le comportement technologique des grains au broyage, par exemple. Et aussi de comprendre un petit peu à la maturité si le grain il va avoir 12% d'eau ou 14% d'eau. Ça va changer en fonction, justement, probablement de la quantité de ces polymères et de leurs caractéristiques structurelles. Donc tout ça, en fait, hein, la spectrométrie de masse, là, on l'a utilisé, ça a confirmé des résultats qui étaient déjà connus, qui étaient obtenus par notre méthode, mais on n'avait pas forcément, on n'était pas forcément capable, par exemple, d'obtenir des images totales du grain, parce que, en fait, c'est trop consommateur de temps. Faire ça, cartographier en infrarouge du grain, c'est beaucoup trop long. Alors, puisque là, en fait, l'image qui est obtenue, du point de vue expérimental, ça prend 30 minutes. Alors, des choses qu'on n'avait pas jamais vues, hein, c'est l'acétylation. On a pu voir qu'effectivement, nos polymères étaient acétylés. Et donc là, ça se voit très bien en spectrométrie de masse, parce qu'effectivement, on a des molécules qui mesure leur masse. Donc, un EP5 de pentose, ça a une masse, en fait, qui ne doit pas être de 743. Effectivement, je ne me souviens pas, j'avais des masses, quoi. Mais 743 moins l'acétyle, ça correspond à un X, un arménoxylate acétyle. Et donc, on regarde la distribution de cette ion, on retrouve qu'il est fortement présent dans la neurone, mais aussi on retrouve dans l'albumène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette acétylation, elle disparaît à maturité. Donc là, ça pose des questions sur le rôle de cette acétylation. Pourquoi c'est comme ça dans le grain jeune, qu'est-ce que se passe au cours du développement, à quoi sert l'acétylation en termes de favoriser une meilleure porosité ou être une espèce de marqueur pour aller ajouter des sucres. Là, c'est des questions qui se posent et qu'on a découvert avec l'imagerie spectrométrie de masse. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, là, c'est une des dernières diapos, c'est la capacité d'aller voir par ces techniques de séparer des isomères de même masse, parce que là, en fait, je vous dis, c'est la spectrométrie m'a dit, donc en fait, on mesure des masses d'oligomères. Donc, un DP5,
il n'y a qu'une structure, il y avait qu'une structure possible, un nucléus aussi. Mais en fait, quand on monte dans les masses, l'arabinose peut par exemple être dessinée de différentes façons, et on peut avoir des isomères de masse qui ont la même structure, enfin qui ont la même masse, mais pas la même structure. Et ça, on m'a dit, en fait, on n'est pas capable de les distinguer parce qu'ils ont la même masse, ils ne sont pas séparés. Donc, en utilisant cette modalité ionique, on va être capable de séparer par spectrométrie de masse au cours de l'analyse, en fait, des ions de même masse en fonction de leur conformation globale en phase gazeuse. Et donc là, par exemple, c'est l'exemple avec cette oligomère acétylée. En fait, on observe deux isomères qui ont des temps de vol différents et dont la distribution est différente. Et là, bon, pour l'instant, on n'est pas capable de distinguer leur structure, mais c'est l'acétyl qui peut être distribué dans différentes positions sur un oligomère. Alors, on n'est pas capable de dire, à cette technique, que l'acétyl est sur les isomères de 1, 2, 3, 4 sur un isomère. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a deux isomères qui sont présents dans la molécule analysée et que la distribution n'est pas tout à fait la même au sein du. Alors, sur la diapositive suivante, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, après avoir regardé toutes ces distributions, des motifs structuraux extrêmement précis, on peut aussi aller vers des aspects de quantification. Donc là, c'est juste pour vous montrer, en fait, regardez 10 variétés de blé tendre, de blé qui servent à faire du pain, et puis 8 variétés d'orge, et les comparer, et regarder en particulier la quantité d'araminogénal par rapport à la quantité de bêta-glucane. Donc vous avez deux axes, et on voit sur un côté, vous voyez toutes les variétés de blé qui sont riches en araminogénal, de l'autre côté, toute la variété d'orge qui sont riches en bêta-glucane. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu, et qu'on peut regarder par cette technique de spectroscopie symétrie Maggi, et qui montre qu'on arrive à atteindre un certain degré de quantification, ce qui n'est jamais très évident en spectrométrie de masse. Bon, de séparer orge et blé, c'est quelque chose qui était connu, mais effectivement qui marche assez bien. Il se trouve que dans la répartition des polymères dans ces parois, dans l'albumène, l'orge c'est 60% d'éthanocane et 25% d'araminogénal, et le blé c'est exactement l'inverse. Ça c'est une caractéristique, on va dire, des espèces de céréales. Le sel est comparable au blé, l'avoine est plutôt comparable à l'orge. Autre technique, je vous ai dit que c'était quand même assez rapide, et donc on peut aussi comparer différentes variétés. Donc nous, on vais montrer des images où vous voyez une variabilité de la distribution et structure des araminogénales au sein de l'albumène d'une variété récitale. Et là, quand on regarde différentes variétés, vous voyez que, au cours des images, on voit qu'il y a des répartitions arabinose, enfin, des PX5 et 6 différentes. Bon, ce qui montre effectivement qu'il y a une variabilité variétale. Dans l'orge, il y a beaucoup de bêta-glucane, mais on peut regarder les araminogénales. On voit aussi qu'il y a une variabilité de la distribution des araminogénales. Et donc, qui pose des questions par rapport à ces phénomènes de mobilité de l'eau, de dissipation, et éventuellement de réponses de différentes variétés au changement climatique. Quand il y a des climats plus secs, certaines vont peut-être réagir différemment en fonction des quantités de ces polymères et de leur structure. Et donc ça, c'est des images qui peuvent être obtenues assez rapidement par spectrométrie de masse, Maggi, et qui ne sont pas atteignables par. Voilà. Donc, c'était un petit peu les conclusions. C'est qu'avec ces techniques-là, on peut regarder la distribution des principaux polysaccharides composant la paroi. Donc, c'est un exemple qu'on a développé sur le blé, qu'on connaissait bien, donc on peut appliquer à d'autres plantes. Ça peut vraiment aller sur regarder des différences structurales extrêmement subtiles, quand on commence à regarder des différences sur les acétylations ou sur la proportion d'acide furonique. C'est des choses, comment dire, très
Donc dans le cadre du travail qui a été fait, effectivement, on a mis en évidence des choses qui n'étaient pas connues, comme l'acétylation dans le cadre des grains jeunes. Il y a des développements qui sont en cours avec la mobilité ionique qui peuvent permettre de raffiner un petit peu les détails des distributions des structures. Et on peut comparer soit des différentes espèces, soit des variétés assez facilement, donc à y suivre des techniques de sélection où rapidement on est obligé de regarder la grandeur des chansons. Et donc là, c'était juste pour illustrer un peu la différence. Je dis qu'on avait beaucoup exploré l'énergie par microspectroscopie infrarouge. Donc ça c'est une image à gauche, l'image obtenue par les collègues anglais en microspectroscopie infrarouge de la distribution des aminosinales, alors hautement substituées et faiblement substituées. En bleu, c'est les zones où ils sont faiblement substitués, et en vert, ceux où ils sont hautement substitués. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est pas qu'ils étaient particulièrement, on va dire, paresseux, c'est que pour obtenir ces images-là, par la microspectroscopie infrarouge, c'est extrêmement long, et donc on est obligé de sélectionner les zones du grain pour avoir une image qui montre qu'il y a une différente répartition, mais pas tout à fait satisfaisant. L'image obtenue à droite, c'est 30 minutes, comment dire, sur spectromètre de masse. Il y a un petit peu de travail avant pour faire la couche, pour faire la coupe, il faut mettre l'enzyme, mais bon, c'est incomparable avec le travail qui est nécessaire d'acquisition. Voilà. Donc, en remerciant, moi là, je suis qu'un porte-parole un peu bégayant. Le travail a été fait essentiellement par un postdoc qui est Dušan Veljković, qui était un postdoc dans le cadre d'un programme agricole dans le labo, dans l'unité LIA, et au niveau de la plateforme IPS, qui regroupe nos équipements de spectrométrie de masse. Là, c'est différentes personnes, stagiaires ou techniciens qui participent à l'élaboration de tout ce travail. Et il n'y a pas la photo d'Hélène, parce qu'effectivement, dans le cadre de la présentation, personne l'aurait vu, mais c'est comme Hélène Rouleau qui a encadré tout ce travail, surtout la partie spectrométrie de masse. Dušan a contribué avec David au développement technique, par exemple, être capable de déposer à la fois les enzymes et la matrice MADI de manière homogène pour avoir des résultats tout à fait reproductibles, et aussi qui font les enzymes comme dans le cas d'une réaction en solution. Ça a été un gros travail qui, je ne t'ai pas mis assez en évidence,